19h45, votre rendez-vous du journal sur la télévision Labari. Mais avant son développement, voyons les titres. Le Niger à nouveau attaqué, nous venons de l'apprendre. La localité de Banibangou dans la région de Tillabéri aurait été la cible d'une attaque cet après-midi même. Nous ne disposons pour l'instant d'aucun bilan. La ville est désertée selon un habitant que nous avons joint au téléphone. Nous y reviendrons dans quelques instants dans ce journal, bien sûr. De retour d'un atelier à Maradi, 3 acteurs de la société civile ont été à moult reprises arrêtés, fouillés et interrogés par la police le long du trajet. Vous entendrez l'un d'eux nous raconter leur cauchemar, le pire voyage de leur vie. Tous à Niamey, les 5 pays du Sahel, membres du G5 du Sahel, une deuxième réunion avec au programme le point de stratégie par pays pour combattre le terrorisme et l'élaboration d'une stratégie commune pour sécuriser la région. Les détails également dans quelques instants. Je le disais donc dans l'actualité de ce mercredi 19 novembre, cette bien triste affaire, cet acharnement de la police sur 3 acteurs de la société civile de retour de Maradi où ils ont pris part à un atelier sur la démarginalisation des pauvres pour le droit. Il leur a été reproché de vouloir organiser des manifestations civiles à la Burkinabé. Un des acteurs nous a livré les détails de cette bien curieuse affaire. Nous l'entendons. On était 3. Il y a Wadana Fiou, Mato Aki, Maïk Zodi. Nous avons pris un véhicule personnel. Nous sommes partis à Maradi pour participer à cet atelier dont le thème est la restitution des plaidoyers et des mobilisations autour de la démarginalisation des pauvres par le droit. C'était le thème de l'atelier. L'atelier a été financé par PASOK 2, donc l'Union européenne. Nous avons fini l'atelier. L'atelier était prévu du 15 au 17 novembre. Nous avons fini l'atelier le soir vers 19h et nous avons décidé de quitter Maradi pour revenir à Niamey la nuit. Et arrivé à la barrière, au poste de police de Madawa, quelle fut notre surprise, il y avait un comité d'accueil. Des policiers lourdement armés avec des kabouls qui nous ont braqués pour nous dire de nous arrêter. Nous nous sommes arrêtés et ils nous ont fait sortir du véhicule, main en l'air. Ils ont fouillé le véhicule, ils nous ont fouillé, ils n'ont rien trouvé sur nous. Nous étions inquiets, mais nous nous sommes dit que nous sommes des défenseurs des droits humains. Quand nous voyons la police à côté de nous, nous estimons que nous sommes en sécurité. Après un coup de fil, on a demandé de nous amener au niveau du commissariat de Madawa. On était parti là-bas et on nous a mis dans leur pick-up. On nous a trimballé du poste des barrières jusqu'au niveau du commissariat où il y a un autre comité d'accueil qui était là. Et les gens ont pris des dispositions pour fouiller notre véhicule et puis ils nous ont mis dans leur bureau. Ils ont commencé à nous poser des questions. Ils disent qu'ils cherchent un document, chose que nous ne connaissons pas. Et nous avons dit que nous sommes là pour participer à un atelier et voilà nos lettres d'invitation et voilà les documents que nous transportons avec nous. Dans ces documents, et ce sont des documents de l'atelier. Ils ont confisqué une partie des documents, ils n'ont pas pu trouver le document en question qu'ils cherchaient. On nous a demandé de repartir. On a pris la route. Aux environs de 3h du matin, on était arrivé au poste de police de Kony. Là aussi, il y a un comité d'accueil qui était là, qui nous attendait. Au niveau de Kony, ils nous ont amenés encore au niveau de la police, au niveau du commissariat de Kony, là où aussi on a été soumis à un interrogatoire. Après, il y a eu ce qu'on appelle le fouille corporel. On a enlevé nos chemises pour chercher un document que nous ne connaissons pas jusqu'à là et nous n'avons que nos documents de participation à l'atelier. Là, ils ont commencé à dire non, c'est à ce moment que le commissaire a pris son téléphone et disait que je n'ai pas constaté la présence de ce document-là. Je n'ai pas constaté la présence des documents en question qu'on cherchait. Ce sont des acteurs, effectivement, nous confirmons que ce sont des acteurs de la société civile et ce sont des acteurs de la société civile qui sont en déplacement. De là, il a dit
ils ont commencé à échanger. Dans les échanges, nous avons compris qu'on cherche un document, et c'est là où on a pensé à un camarade de la société civile qui est chargé de mission au niveau de la présidence, qu'on avait rencontré à Maradi, avec qui on a un peu échangé à son hôtel, où il nous disait qu'il aurait appris que les gens sont en train de s'organiser à la Burkinabé pour renverser le régime. Je dis, nous sommes venus à un atelier, nous ne sommes pas dans ces affaires. C'est là où il nous a dit, il aurait appris qu'un de nos camarades était même aux États-Unis pour chercher des moyens, pour chercher des financements pour poser ses actes. Nous l'avons dit que loin de là. Et d'ailleurs, avec cet acteur de la société civile, nous avons participé au même atelier. C'est là où, c'est à Kondi que nous avons commencé à comprendre que, paraît-il que nous avons même un projet de gouvernement que nous voulons mettre en place. Après les tracasseries, on nous a demandé de quitter Kony. On avait quitté Kony vers 5 h du matin. On était arrivé au niveau du poste de police de Dosso. À Dosso aussi, ils ont repris les mêmes actes. On nous a fouillés, on cherchait ces documents-là, ces précieux documents-là que nous ne connaissons pas et que nous n'avons jamais détenu ces documents. On ne sait même pas de quoi s'agit-il au fait. Ils n'ont pas pu trouver ces documents. C'est en ce moment qu'on nous a libérés pour nous dire de continuer aussi la route. Même ici à Niamey, effectivement, ils ont pris des dispositions et très heureusement pour nous, nous avons pu passer la barrière. C'est après notre passage qu'ils ont compris qu'on était rentré à Niamey. Donc, dans un état de droit, notre inquiétude, dans un état de droit où la liberté de circulation est garantie, des biens et des personnes est garantie, nous ne comprenons pas ces harcèlements. Surtout ces harcèlements de nous autres acteurs de la société civile, parce qu'on était là aux barrières quand on nous braquait, quand des véhicules passaient. Si c'est un contrôle de routine, ça ne nous pose pas de problème. Parce que nous allons nous soumettre comme tout autre citoyen. Mais très malheureusement, ce n'était pas ça. Jusque-là, nous sommes inquiets, nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi ces harcèlements-là? Jusque-là, nous sommes là, l'être morte, nous cherchons. C'est pour ça que nous avons tenu à appeler la presse pour informer et poser notre inquiétude par rapport à cette situation-là, pour savoir ce qui se passe réellement par rapport à notre sort. Quel voyage, effectivement. Compromis, nous revenons donc à l'attaque de Bani Bangou aujourd'hui même. Bani Bangou, donc dans la région de Tillabéri, qui aurait été la cible d'une attaque. Nous ne disposons pour l'heure d'aucun bilan, mais la ville est désertée selon un habitant que nous avons joint au téléphone il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter. Vous êtes actuellement à Bani Bangou. Actuellement, Bani Bangou est sous le feu actuellement. Oui, nous avons eu une information sur laquelle il y a une colonne de montagne. On sait, comment dirais-je, tout ce qui est caché. Maintenant, il n'y a rien qui bouge. Et il y a des coups de feu actuellement? Ça s'est arrêté pendant 5 minutes. Ça a commencé depuis quand? Avant la prière de Maghreb, avant la Actuellement, où on parle, toi tu es où? Je suis chez un ami caché. Donc, c'est quoi? C'est quoi la suite de l'attaque? Il y a des différences de tir entre les forces de l'ordre, on entend des tirs, quoi. Mais pour le moment, vous ne connaissez pas ce qui se passe? Tout le monde s'est caché, monsieur. Les trucs continuent? Mais il y a la calme maintenant. Donc, il n'y a plus de tir. Les armes ont resté pendant combien de minutes approximativement? Ça peut prendre 2 heures. C'est 2 heures. Et vous n'avez pas eu, c'est quoi, c'est les affaires ou c'est un incident entre les forces de défense? À partir du début des tirs, il y a une information qui a circulé sur laquelle les gens ont vu des moteurs à 12 km de la ville. Dès lors, avant même les échanges, tout le monde s'est caché, quoi. Et après, vous avez commencé à entendre les tirs? Des tirs, des grognements là que nous, c'est la première fois qu'on entend ça. C'est des armes lourdes ou bien armes légères? Il y a du tout. Il y a des gens qui, quand ils tirent, on dirait que ça tombe de là, quoi. Ok.
situation actuellement, les hommes ne parlent plus maintenant. Ça fait suffit. Il y a une dizaine de minutes pour en parler. Ok, ça merci du courage. Soyez avec nous pour les détails dans nos prochaines éditions. Je le disais en titre également, ce mercredi 19 novembre, les 5 pays du Sahel, membres du G5 du Sahel, sont à Niamey pour y tenir leur deuxième réunion. Une rencontre avec au programme le point sur des stratégies par pays dans la lutte contre le terrorisme et l'élaboration d'une stratégie commune pour sécuriser la région, nous rapporte Hassan Saleh Mustafa et Sadoudoumi. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Niger, 5 pays du Sahel, plus la France, ont décidé de conjuguer leurs efforts en multipliant les initiatives pour faire de la zone sahélo-saharienne un espace de paix, de prospérité et de concorde. Le G5 du Sahel, avec l'aide des partenaires stratégiques, veut en clair trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et aux problèmes de développement de cette partie du continent, déstabilisée par la situation au Mali, celle du sud de Libye et Boko Haram. La situation sécuritaire que connaît la bande sahélo-saharienne est sans précédent. En effet, aujourd'hui, 3 points chauds constituent nos sources d'inquiétude dans la sous-région. D'abord, le nord du Mali, où l'on relève la persistance de la menace des différents groupes armés terroristes qui se poursuivent à travers des actions de harcèlement à l'aide de mines et autres engins explosifs improvisés, tout en adoptant une stratégie d'évitement. Ensuite, la posture actuelle de l'organisation terroriste Boko Haram dans le nord du Nigeria indique que ce groupe ne fléchit pas devant les forces nigérianes. En plus, il tente d'étendre sa zone d'influence au-delà des frontières nigérianes. Enfin, le sud de la Libye est aujourd'hui devenu un no man's land où tous les groupes armés terroristes se retrouvent pour se ravitailler, se former ou se réorganiser pour continuer à déstabiliser notre espace. Les dernières opérations menées récemment dans le nord Niger ont été édifiantes à cet effet. La situation sécuritaire dégradante dans certains pays sahéliens inquiète les dirigeants des pays du sud du Sahara, d'où la nécessité d'une synergie d'action pour stabiliser le Sahel. L'initiative de mettre en place ce cadre du G5 du Sahel par nos hautes autorités politiques respectives, dont l'objectif est de développer une coopération basée sur une stratégie de sécurité et de développement, se trouve être présentement une réponse appropriée à tous ces défis que je venais d'énumérer tantôt. Je ne doute pas un seul instant que la voie dans laquelle nous nous engageons nous permettra de relever de manière pragmatique les défis sécuritaires qui entravent le développement socio-économique de nos États et perturbent la quiétude de nos populations. Cette rencontre du G5 du Sahel intervient 2 semaines après celle de la MINUSMA qui s'était penchée aussi sur la situation sécuritaire au nord Mali, où les soldats de maintien de la paix de l'ONU sont devenus la cible des attaques de groupes armés terroristes. Au même moment et à Niamey toujours, l'on réceptionnait au ministère de la Santé publique 100 ambulances médicalisées acquises, apprend-on, sur fonds propres de l'État. Une grosse acquisition entrant dans le cadre global de l'amélioration de la santé des populations nigériennes et qui déjà charrie bien d'espoir. Harriet Salah et Aboubakar Souley pour le compte rendu. Dans le souci d'améliorer la santé de la population nigérienne à travers l'évacuation sanitaire vers un centre de santé de référence, l'État du Niger a offert 150 ambulances médicalisées au profit des formations sanitaires. Cette présente cérémonie consacre la réception d'un premier lot de 100 ambulances sur les 150. L'acquisition de ces ambulances d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA est le fruit du partenariat public-privé entre le Niger et la société Nimo Automobile. Pour la première fois, un président de la République a décidé qu'il ne veut plus voir ou entendre dire
qu'un enfant nigérien est mort parce qu'il n'y a pas un moyen pour le transporter de sa brousse à un centre de santé. Un président de la République a dit qu'il ne veut plus voir des femmes enceintes avoir des problèmes ou même mourir parce qu'il manque de moyens de transport pour les évacuer dans des centres de santé. Partant de cette volonté exprimée par le président de la République, reprise par le chef du gouvernement et le ministre de la Santé publique, nous avons trouvé des partenaires fiables, des partenaires nigériens, à travers la société Nimo Automobile, pour réaliser un contrat de partenariat public-privé sur l'acquisition dans un délai très court de 150 ambulances. Donc, grâce à ce partenariat public-privé, vous avez devant vous les 100 ambulances qui sont déjà livrées et les 50 autres sont en route. Ce geste du président de la République a traduit son engagement à œuvrer pour l'amélioration de la santé de la population nigérienne. Cette acquisition permettra de doter nos régions en ambulance et facilitera l'accès des populations aux services et soins de santé de qualité. Ces gestes viennent renforcer les efforts du gouvernement dans le cadre de sa politique visant à contribuer au développement social des populations locales conformément aux orientations du programme de renaissance et du plan de développement économique et social, PDS. Mesdames, Messieurs, la présente cérémonie traduit la preuve tangible des engagements pris par les plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquels Son Excellence Alaï Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et le chef de gouvernement, Son Excellence M. Brigitte Raffini. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, au nom des plus hautes autorités de la 7e République du Niger, d'adresser mes sincères félicitations et mes vifs remerciements à notre partenaire pour le respect des engagements pris dans le cadre de ces partenariats publics-privés. Je tiens aussi à réitérer mes remerciements à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour les appuis multiples et multiformes qu'ils ne cessent de nous apporter pour l'amélioration de l'état de santé de nos vaillantes populations. Les 100 ambulances médicalisées réceptionnées ce 19 novembre sont toutes accompagnées de kits de pièces de rechange. C'est pourquoi le ministère de la Santé, en réceptionnant ces ambulances, a insisté sur l'entretien des véhicules. Hormis ces populations locales, il y en a également parmi nous ceux qui, depuis ce matin, rient à belles dents. Il s'agit des enseignants nouvellement engagés à la fonction publique. Leur problème relatif à l'attribution des numéros matricules a été résolu, la situation décantée et la tension a forcément chuté. Apprend-on entre autres dans ce reportage signé Assoumana China et Ibrahim Abdou. C'est la fin de la confusion autour de l'attribution des numéros matricules aux enseignants nouvellement engagés. La situation a été régularisée. La semaine dernière, par arrêté numéro 2780 du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, en date du 7 novembre 2014, les nominations qu'attendaient impatiemment les enseignants du secondaire a été affichées, mais à notre grande déception, ces matricules appartenaient déjà aux gardes républicains. On était vraiment surpris, je dirais même déçus de cette confusion, mais ce matin nous sommes ici devant vos caméras pour annoncer à nos camarades que la fonction publique a pu rectifier le tir et que les camarades seront à la fin du mois, comme il avait été prévu par la fonction publique, ils seront mis en solde, ils auront leur salaire à la fin du mois. La série 125 appartenant aux gardes républicains et aux oubliettes, et à partir de maintenant, c'est de nouvelles séries 131 plus maintenant le reste qui sera conservé pour nos camarades. Donc nous pensons que cet épisode est désormais tourné et nous osons espérer que la fonction publique fera aussi diligence pour que les autres dossiers qui sont en stand-by puissent être définitivement réglé.
Cette question des numéros matricules est l'un des points de la plateforme revendicative du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement qui menace d'observer une grève de 48 heures la semaine prochaine. Espérons que les autres points trouvent également satisfaction afin d'éviter une autre épreuve dure pour les secteurs éducatifs. Et en sport, le MENA national, donc nous venons de l'apprendre, tenu en échec sur ses propres installations par le Mozambique, un partout. Dernier de son groupe, le MENA national quitte les rencontres qualificatives par la petite porte. C'est bien triste, vous en conviendrez. La suite de ce journal, la Fédération communale de Niamey 5 du comité de gestion décentralisée des établissements scolaires COGES est en assemblée générale pour l'année 2014-2015 depuis ce matin à la mairie du 5e arrondissement. Une assemblée générale pour élaborer son plan d'action 2014-2015. Michel Djedji et Chebou Guissou nous en donnent les détails. C'est une rencontre qui vise à permettre aux participants de passer au peigne fin les problèmes qui freinent le bon fonctionnement des établissements scolaires du 5e arrondissement en ce début d'année. À l'intention de notre premier partenaire, la mairie, la FCC-GDS la remercie pour les appuis multiformes qu'elle ne cesse de déployer pour nous aider dans nos activités. Qu'elle reçoive notre sincère gratitude et nous l'invitons à persévérer dans ce sens. Néanmoins, nous avons quelques doléances, à savoir le recrutement de gardiens pour des écoles qui n'en ont pas. Leurs dossiers sont en souffrance au niveau de la communauté urbaine de Niamey. L'implication de la FCC-GDS dans le suivi des constructions des classes dans nos écoles. D'ailleurs, nous constatons en fin novembre le retard accusé de la construction des classes en période. D'autre part, il y a des écoles qui partagent un seul robinet pour 1500 élèves, ce qui est inadmissible. Des doléances qui seront incessamment prises en compte, a indiqué le maire de l'arrondissement communal Niamey 5. Je profite de l'occasion pour encourager ceux qui œuvrent de près ou de loin au rayonnement de l'école dans notre commune. Aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour vous aider dans la mesure de nos possibilités. En ce qui concerne vos doléances, nous entendons les étudier pour les apporter des solutions appropriées. Cette première assemblée générale de l'année scolaire 2014-2015 a été également saluée par les responsables de l'éducation en charge des écoles de cette entité administrative qui ont exhorté tous les acteurs à mener un débat franc et constructif. Des travaux qui vont aboutir au terme de cette journée à l'adoption du plan d'action de la Fédération communale de la CGDS axé sur la qualité de l'éducation dans tous les établissements scolaires du 5e arrondissement de la ville de Niamey. Dans sa démarche pour faciliter le paiement des factures d'eau à ses clients, la société d'exploitation des eaux du Niger, la SEN, leur offre un nouveau mode de paiement sûr, rapide et très commode dénommé SEN Saouki. Le règlement des factures est désormais possible par téléphone portable et dans les agences de la Poste. Une démarche judicieuse d'offre et de proximité que nous explique Nasser Dantoufou et Ibrahim Abdou. SEN Saouki, c'est la nouvelle innovation que la société d'exploitation des eaux du Niger propose à ses clients. À travers ce nouveau mode de paiement, des factures à distance en toute sécurité, et c'est là en seulement quelques secondes, à partir des téléphones portables et dans les agences de la Poste, la SEN entend simplifier la tâche aux clients. Ces derniers n'auront plus besoin de se rendre dans une de nos agences commerciales. Ils pourront se présenter directement soit à un bureau de poste, soit faire ça tranquillement de chez eux à partir de leur téléphone portable. En quelques secondes. Ce service est innovant. Il est hautement sécurisé et il est disponible 24 heures sur 24. C'est une évolution majeure dans les modes de paiement. Ce service est disponible partout là où le réseau des différents opérateurs le permet. C'est-à-dire qu'en fait, ce service permet à l'ensemble de nos régions, à toutes les régions, à tous nos clients
quel que soit l'un des 54 centres dans lesquels il est, de pouvoir l'utiliser. Nous sommes dans une dynamique de progrès et d'innovation. L'ambition de la SEN est de mettre à profit toutes les facilités qu'offre aujourd'hui la téléphonie mobile et les technologies de l'information pour rendre la vie plus facile à ses clients. Ce nouveau service s'inscrit parfaitement dans l'esprit des nouveaux engagements de la SEN, dont la mission est de fournir un service de qualité en veillant en permanence à la satisfaction de ses clients. À travers son projet Performance Clientèle 2014, la SEN innove encore. Le premier aspect de ce projet est le nouveau logiciel de gestion clientèle installé depuis à peu près un an. Il s'agit du logiciel GDOR qui remplace l'ancien logiciel GDO que vous connaissez tous. Le deuxième volet du projet Performance Clientèle, c'est les terminaux portables de relève. Le troisième volet, c'est le paiement des factures par la monétique. Donc, comme l'a dit le directeur général, 4 conventions ont été signées avec d'abord avec les 3 opérateurs de téléphonie mobile qui sont Orange, Airtel et Move et Niger Post. Donc, à partir de ces 4 opérateurs, donc, le client peut désormais régler ses factures sans avoir à se déplacer dans nos guichets. À la fin de cette cérémonie, les parcours clients du paiement de la facture d'eau par Orange Money, Airtel Money, Move Flows et La Poste a été présenté. Pour rappel, la SEN est en charge de l'exploitation du service public de l'eau potable depuis 2001 dans 54 centres urbains et semi-urbains. À l'international plutôt, cette brève pour commencer, nomination du lieutenant-colonel Zida au poste de Premier ministre au Burkina Faso. La communauté internationale s'est vite emballée, me diriez-vous, en parlant d'une révolution souple et exemplaire au Burkina. Les militaires burkinabés n'ont pas encore complètement donné le pouvoir et ils sont là, ils gardent toujours un pied dans les sérails du pouvoir. Affaire donc à suivre. La suite de ce journal avec en France qui constate plutôt qu'après Maxime Auchard, identifié parmi les bourreaux des otages la semaine dernière, figure également un second Français dont l'identification est en cours. 365 Français combattent encore aux côtés des djihadistes, apprend-on également. Le récit. Sur ces images, extraites de la vidéo de l'organisation de l'État islamique, François Hollande laissait entendre tard ce mardi qu'un second Français était sur le point d'être identifié. Ce qui apparaît, c'est qu'il y avait 2 Français, l'un identifié formellement, l'autre en voie de l'être. Cela nous conduit à être encore plus mobilisés sur le danger que représentent les sites internet. La semaine dernière, un premier homme, Maxime Auchard, avait été identifié. Le président de la République en a profité pour condamner le lavage de cerveau opéré par le groupe terroriste sur les ressortissants étrangers. Un discours relayé par le Premier ministre australien qui appelle en la matière à davantage de coopération avec la France. L'Australie et la France sont des partenaires privilégiés en matière de sécurité. Mais nous devons aller encore plus loin, notamment quand c'est pour mettre en commun nos connaissances sur la question des combattants étrangers. Les 2 pays font partie de la coalition qui bombarde les positions de l'organisation de l'État islamique en Irak. Mais au conflit international s'ajoute donc aujourd'hui une lutte interne pour endiguer le départ de ressortissants. 375 Français et 71 Australiens combattraient aux côtés des djihadistes. Fin de ce journal, merci à vous tous et restez avec nous pour être toujours les premiers à le savoir sur la RTL. C'est quelque part notre credo. Au revoir.